résistance au changement, je vous préviens tout de suite, j'ai pas de solution. Donc n'ayez pas trop d'attentes de ce côté-là, vous seriez déçus. Je vais plutôt parler effectivement des problématiques que l'on peut rencontrer quand on est face à un besoin de changement. Et le plus important pour commencer, c'est de les connaître, ces résistances. Françoise en a parlé un petit peu, donc je vais passer vite pour pas que ce soit trop redondant. Je vais commencer par parler de ce que j'appelle nos 3 grains de sable. Nos 3 grains de sable, pour moi, ce sont 3 éléments qui sont souvent très présents dans les projets, dans nos modes de vie, dans les façons dont on voit les choses, et qui sont des problématiques qui nous empêchent d'aller vers le changement ou de voir les choses différemment. Ce premier grain de sable, c'est la compétition, sous 2 aspects. La première, c'est le système compétitif dans lequel, en tout cas en Occident, on évolue, on grandit. Une tendance qu'a notre cerveau aussi à gérer les informations qui arrivent. Les informations nous arrivent, on les met dans des catégories, on fait des priorités. Donc on a une tendance à gérer l'information qui nous arrive en fonction de sa priorité, de son importance. Donc on met les choses en compétition les unes face aux autres. Ça, c'est une tendance que l'on a. Ça va se répercuter, puis on en parlait ce matin, sur la façon dont on va percevoir le développement durable. Il y a eu une définition, comme en parlait M. Mead en 87, mais ce qu'on en a fait n'a rien à voir avec la définition qui était là au départ. Pourquoi? Parce que les 3 sphères du développement durable, économie, sociale et environnement, qui sont censées s'interrelier, et la durabilité n'est que dans l'intégration des 3 sphères, réellement dans la vie quotidienne, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles se sont superposées, et on va décider tour à tour qui est le plus important. Et dans les projets, on voit ça beaucoup. Qui est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est le social? Ou est-ce que c'est l'environnement? On a rarement accès à des sphères qui sont réellement interreliées. Donc ça, c'est un premier grain de sable très important, la question de la compétition, qui est une réelle culture, en fait, qui est difficile à déloger. Le deuxième grain de sable, c'est de croire que l'humain est rationnel. Je vais préciser, l'être humain est rationnel, mais il est rationnel grâce à ses émotions. Les émotions ne sont pas des éléments qui viennent perturber la rationalité de l'humain, contrairement à ce qu'on peut entendre de temps en temps, contrairement à ce qu'on a tendance à vivre en Occident. En Occident, on a plutôt tendance à mettre les émotions à la porte. Elles n'ont rien à faire sur la sphère publique, elles n'ont rien à faire dans la sphère professionnelle, à la limite dans la sphère privée, et là encore, on vous demande de vous contrôler. Le problème de ça, c'est qu'on ne peut pas constamment contrôler nos émotions et on ne sait pas mettre nos émotions à la porte. On vit avec. Et surtout, le problème, et ça a été démontré par quelqu'un qui s'appelle Antonio Damasio, qui a montré ça dans les années 90 quand même, il a démontré que les émotions sont le principal moteur pour la prise de décision. C'est-à-dire que nos décisions se prennent grâce à nos émotions. Ces émotions ne sont pas des filtres qui viennent poser problème pour la prise de décision, au contraire. Donc, croire que l'humain fonctionne avec de la raison pure est un problème. Il est un problème notamment quand on essaie de communiquer les uns avec les autres et qu'on essaie d'être le plus pragmatique possible, de donner constamment des informations extrêmement pragmatiques. Ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, c'est d'essayer de toucher les gens émotionnellement. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Le troisième grain de sable, il en était aussi souvent question, c'est la question du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte contradiction entre le besoin d'urgence, l'urgence qui est là, le besoin d'agir vite, et en même temps, le besoin de prendre le temps de réapprendre certaines choses et de comprendre l'origine des problèmes. Parce qu'à trop vouloir trouver des solutions rapidement, on arrête de réfléchir aux sources de nos problèmes, aux sources profondes de nos problèmes. Et ça va créer des solutions qui vont peut-être fonctionner, mais qui ne seront peut-être pas pérennes, et les problèmes vont rester là, puisque la source n'a pas été trouvée et donc n'a pas été travaillée. L'autre problème avec le temps, c'est ce que je vois moi dans les projets sur lesquels je travaille sur des projets environnementaux, c'est qu'on voit des projets qui ont un laps de temps qui est inhumain. C'est-à-dire qu'on a des projets où on veut changer les comportements des gens en 1 an et demi. Donc on a 1 an et demi, le bailleur de fonds nous a donné 1 an et demi, et là il faut qu'on change le comportement des agriculteurs face aux pesticides en 1 an et demi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et cette question du temps nous pose problème parce que du coup on a l'impression que tout ce qu'on met en place ne fonctionne pas. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a jamais le temps réellement de le mettre en place correctement. Parlons maintenant effectivement du changement. En fait, face aux questions de changement, il y a 3 possibilités. Je me rends compte que je suis dans une situation qui n'est plus tenable, il faut que je change les choses. Soit je fais marche arrière, c'est assez populaire en ce moment, c'est l'idée que
Je vais revenir à quelque chose que je connaissais avant. Avant, je n'avais pas ce problème, donc si j'arrive à faire une sorte de retour dans le passé, le problème va s'effacer de lui-même. On est d'accord que c'est assez douteux comme réflexion, mais c'est très populaire en ce moment, on le voit dans de nombreux pays, malheureusement. L'autre possibilité face au changement, c'est celui qui nous concerne toutes et tous dans nos vies quotidiennes constamment, c'est le statu quo. Donc c'est un peu la même chose que ce dont Françoise parlait quand elle parlait de dissonance cognitive, c'est-à-dire j'ai conscience du problème, je suis inconfortable avec le problème, je sais qu'il faut que je change quelque chose, mais je n'en suis pas encore capable, je ne le fais pas. Et ça, je suis sûre que vous pourriez trouver toutes et tous dans vos vies quotidiennes des exemples de ça. Vous savez qu'il faut que vous changiez quelque chose, mais vous pouvez rester très longtemps dans cette situation où vous avez conscience de ça, mais vous ne passez pas à l'action. Donc si on le fait dans nos vies quotidiennes, je vous laisse imaginer ce que ça donne à l'état des sociétés, ce que ça peut faire. Et la dernière possibilité, c'est la transformation. Pourquoi est-ce que j'utilise le terme de transformation? C'est pour vraiment rendre compte, puis ça a été dit par plusieurs intervenants et plusieurs personnes participantes ici. Le changement, c'est un mot qui trompeur par sa facilité, en fait. C'est-à-dire que la transformation demande de changer beaucoup de choses. Ça demande de changer nos façons de voir, de comprendre et ensuite d'agir. L'être humain n'est pas une machine, donc on ne peut pas changer sa façon de faire si on ne change pas sa façon de penser et de comprendre les choses. Si on ne change pas le rapport au monde, on ne changera pas notre façon d'être dans le monde. Ça, c'est vraiment important. Et des fois, on a des pensées un peu magiques sur le changement. On pense que à partir du moment où on va donner une bonne information à quelqu'un, il aura cette bonne information, il agira en conséquence. Si c'était le cas, le monde de la santé serait bien plus heureux. Parce que clairement, on n'a pas des comportements qui suivent les prédictions, les conseils des gens de santé. Donc, c'est important de comprendre cette chaîne cognitive. Maintenant, pour ce qui est des résistances au changement, je vais commencer par ce que j'appelle des barrières comportementales. En fait, il y en a 4. Je choisis de parler de 4. La première, c'est de ne pas reconnaître ce que l'on voit. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit je suis dans une forme de déni, c'est-à-dire que je ne veux pas regarder ce qui se passe, et donc je ne reconnais pas ce que je vois, soit réellement je n'ai pas conscience du tout du problème. Donc là, évidemment, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. La deuxième, qui est un peu plus intéressante, c'est de ne pas dire ce que l'on pense. Donc, j'ai conscience du problème, mais je préfère ne pas le verbaliser. Je préfère ne pas en parler, parce qu'à partir du moment où j'en parle, je dois prendre une responsabilité face aux besoins de changement. Et je n'en suis pas forcément capable. Le changement peut me faire peur, ou je n'ai pas les ressources à ce moment-là pour mettre en place les transformations nécessaires. Donc, je n'en parle pas. La troisième, qui est extrêmement intéressante aussi et qui n'est pas de moi, ne pas croire ce que l'on sait. C'est un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy qui parle de ça par rapport justement aux questions d'effondrement et qui explique qu'en fait l'information on l'a. Globalement on est abreuvé d'informations qui nous parlent des questions d'effondrement, du changement climatique, des défis environnementaux, de l'effondrement de la biodiversité. Les informations on les a, mais on n'y croit pas vraiment. Au fond nous on n'y croit pas. Si on y croyait, on aurait changé drastiquement nos comportements, on aurait changé profondément nos modes de vie. Et c'est quand même une question philosophique intéressante parce qu'on peut reporter la faute sur, par exemple, les climato-sceptiques, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu climato-sceptiques dans le sens qu'on ne croit pas complètement aux informations qu'on nous donne, parce que si on y croyait vraiment et qu'on les prenait à bras-le-corps, on ne serait peut-être pas en train de vivre encore comme on est en train de vivre. Et le dernier élément, la dernière barrière comportementale, c'est l'idée de ne pas voir ce que l'on fait, qui est une maladie très répandue, qui est le fait de ne pas comprendre les impacts que l'on a, les impacts qu'ont nos actions sur le reste des écosystèmes. Après les barrières comportementales, on a des biais psychologiques. Il n'y en a pas juste 3, mais on va s'attarder sur ces 3-là. Le premier, c'est l'optimisme. Effectivement, c'est un biais psychologique, puisque il est extrêmement courant. En fait, il est pour nous un réflexe de survie. C'est-à-dire que si on était constamment conscient des dangers qui nous entourent et des risques qui y sont associés, on ne ferait quasiment rien. Donc, on est obligé, vraiment, d'être très optimiste face aux dangers qui nous entourent et aux risques qui y sont associés. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est nécessaire, mais qui, parfois, va nous causer des problèmes, parce que ça va nous empêcher de voir l'importance du danger, du risque, et donc va nous pousser dans l'inaction, puisqu'on refuse de voir réellement la situation telle qu'elle est.
L'autre biais psychologique, c'est l'aversion à la perte. Il en a été question aussi rapidement dans une des présentations. L'idée, c'est que l'être humain préférera toujours conserver quelque chose qu'il a déjà que gagner quelque chose de nouveau. Donc, c'est résumé dans la maxime qui sont dans les fables de La Fontaine. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, une chose qui est à toi vaut mieux que deux choses que tu n'as pas encore. Ce fonctionnement-là, ce biais cognitif-là, ce biais psychologique, fait que on préfère rester dans le bain tiède dans lequel on est, plutôt que de tenter quelque chose de nouveau, même si on a quelque chose à y gagner. Donc c'est très difficile de faire bouger les gens et de leur faire perdre les choses qu'ils ont. On peut notamment penser à la notion de confort. Perdre notre confort pour gagner la santé des écosystèmes, une équation qui n'est pas facile à faire passer quand même. Et le dernier biais psychologique, dont on a un petit peu parlé, mais sur lequel je veux un peu m'arrêter, c'est le biais du statu quo. En fait, c'est le plus communément répandu, on y est tous, on vit tous dans le biais du statu quo. C'est la question, c'est l'idée que, en fait, quand un être humain prend une décision, une des choses les plus importantes, un des éléments prioritaires, c'est pour lui de perdre le moins d'énergie possible. Donc il va souvent aller dans la décision, le choix le plus facile, qui n'est pas nécessairement le meilleur et encore moins le plus rationnel. Là encore, on arrête avec l'idée de rationalité. Ce n'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne avec de la raison pure. Je vous donne un exemple. On va aller tout le temps vers ce qu'on appelle le choix par défaut. Vous avez tous vécu ces moments où vous avez une compagnie qui vous offre un abonnement de 30 jours gratuit, vous rentrez, vous créez un profil, vous rentrez vos informations bancaires, après le 30e jour, si vous ne vous désabonnez pas, vous commencez à payer votre abonnement. Bon, bah, ils jouent sur le biais du statu quo, parce qu'en fait, la plupart des gens ne vont rien faire, parce que leur cerveau est occupé ailleurs, parce que ce n'est pas important. Et ils viennent jouer aussi sur le biais psychologique précédent, qui est que si vous avez un tant soit peu utilisé ce service, vous ne voulez plus le perdre, il est à vous. Alors que vous n'en aviez pas besoin, en fait, vraiment. Donc, il y a dans le monde, notamment du commerce, des gens qui ont très bien compris ces biais psychologiques. À nous, maintenant, d'en être plus conscients, de mieux les connaître. On ne peut pas se les enlever, c'est-à-dire qu'on ne va pas les enlever, ces biais psychologiques. Ils sont là pour nous sauver la vie de temps en temps, on va les garder quand même. Mais on peut en être conscient et essayer de travailler avec. Et dans les résistances, je voulais terminer sur des éléments qui sont plus sociaux ou culturels, qui sont aussi très importants à prendre en considération. La première grande résistance au changement dans notre société occidentale, c'est la culture de la performance. Des sociétés très productivistes qui nous demandent d'être donc productifs, efficaces, sans échec si possible, avec le minimum d'erreurs possibles. Cette culture-là n'est pas une culture de changement, n'est pas une culture de créativité, d'innovation et tout ce qu'on veut. Même si ces termes sont très répandus en ce moment, ce n'est pas vrai que dans les structures et dans les mentalités, c'est une réalité, parce qu'on donne trop peu de place à l'erreur. Et tant qu'on ne recultivera pas en fait une culture de l'erreur, le changement et la transformation seront très difficiles. On demande aux gens de prendre de trop grandes responsabilités alors que la culture autour ne leur permet pas. L'autre obstacle culturel, on en a un petit peu parlé déjà, c'est la négation des émotions et de leur impact sur l'action, et comme je l'ai dit au début, leur impact surtout sur notre prise de décision. Oui, nous sommes des êtres d'émotion, quasiment uniquement, et c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous prenons des décisions de cette façon-là et nous agissons de cette façon-là. Si on nie ces moteurs-là, qui sont extrêmement importants, il y a peu de chances que les gens se mettent en action. Il y a peu de chances que l'on touche les gens, il y a peu de chances que l'on permette un changement vraiment profond dans l'action. Et le troisième obstacle culturel, c'est le sentiment d'insécurité. On est abreuvé d'informations extrêmement misérabilistes, des fois pour rien. Et je pense que c'est Françoise qui l'a évoqué, mais on s'habitue à cette violence, on s'habitue à la gravité de tout et de rien. Et là-dedans, les vraies informations graves et qu'on devrait prendre en considération se noient en fait dans un flot d'insécurité constant. Et ce sentiment d'insécurité est un puissant terreau d'inaction, en fait. Parce que quand on est insécure, on ne prend pas de risque, on ne change pas et on n'agit pas. Donc ce magma un peu d'actualité toutes plus catastrophistes les unes que les autres ne nous aide pas clairement à faire passer notre message. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais plus parler de la façon dont on peut créer des nouveaux projets ou gérer des projets.
La première chose, c'est de penser la structure de nos projets, mais aussi la structure de nos échanges collectifs en fonction de l'humain. J'ai l'air d'enfoncer une énorme porte ouverte, mais je le fais exprès parce qu'en fait, réellement, ce n'est pas le cas. Nos structures sociales, nos structures de collaboration ne sont pas basées sur l'humain. Elles sont basées sur des résultats attendus. Elles sont basées sur des objectifs, des cibles à atteindre, des indicateurs chiffrés. C'est pas humain, ça. C'est pas humain et ça ne fonctionne pas. La co-création, même si elle n'est pas miraculeuse, elle ne réglera pas tous nos problèmes, évidemment, est une façon de penser l'humain dans la prise de décision qui est beaucoup plus fonctionnelle. La base de la co-création, c'est de dire nous sommes toutes et tous responsables de ce qui se passe dans un collectif, dans un groupe, dans un projet. Il n'y a pas de leader particulier, etc. On a tous des responsabilités égales. Et surtout, je ne suis pas là pour concevoir quelque chose pour les gens, je suis là pour concevoir quelque chose avec les gens. Et là, ça change complètement la donne. Parce que jusqu'à maintenant, même en environnement, on conçoit des projets pour les gens. On organise les gens. On essaie de leur trouver des solutions et de les leur faire adopter. Mais ça ne marche pas. Il faut que les gens se créent eux-mêmes leurs propres solutions. Sinon, ils ne les adopteront pas. Donc la co-création, même si je vais très vite, est quelque chose à approfondir assurément. Le deuxième point est plus de l'ordre de la communication. Il faut arrêter de vouloir convaincre les gens. Il ne faut pas essayer de convaincre les gens. Ça ne marche pas, on le fait depuis trop longtemps, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se faire dire ce qu'ils ont à faire, et ils ont raison. Nous non plus, on n'aime pas se faire dire ce qu'on a à faire. Si je reprends l'exemple du milieu de la santé, on ne les écoute pas, les gens du milieu de la santé. Alors pourquoi les gens nous écouteraient sur les questions environnementales? On est un peu dans le même bain, en fait. Là-dessus, il existe un outil qui, là encore, n'est ni miraculeux ni le seul. Ça s'appelle la communication engageante. Ça a été créé par des chercheurs en psychosociologie à l'université d'Aix-Marseille. Ce sont des gens qui ont travaillé sur les facteurs d'engagement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un individu s'engage dans une action ou non? Je ne vais pas vous faire une liste. Il y a une liste de 10 ou 12 principes qui sont des facteurs d'engagement. Et à partir de là, ils ont développé donc la communication engageante, qui est exactement l'inverse de la communication persuasive. Donc, par exemple, je ne vais pas vous distribuer un pamphlet pour vous dire « on est face à l'effondrement, il faut faire ça ». Non, je vais venir discuter avec vous, je vais vous demander ce que ça peut représenter pour vous, l'effondrement. Je vais avoir effectivement une liste d'actions potentielles pour essayer de travailler sur cette question-là, puis je vais vous demander de m'aider à améliorer ces actions-là et éventuellement d'en choisir une ou deux qui vous conviendraient. Vous voyez la différence de communication. Si on veut essayer d'engager les gens, de leur donner des responsabilités, il faut leur donner le pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'il faut remettre entre les mains des gens la possibilité de choisir ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire, quels mots ils veulent poser sur quelle chose. Et ça, c'est très important parce qu'on est souvent très prescripteur. Hein. Souvent, on veut expliquer aux gens quelle est la réalité qu'ils n'ont pas vue. Et ça, c'est une erreur. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin dans la communication engageante. Il y a plein de choses assez accessibles sur Internet, donc je vous conseille d'aller voir. Ça a été assez bien vulgarisé, puis il y a des exemples très concrets qui sont montrés. Un exemple au Québec, juste pour vous donner un exemple, c'est il y a quelques années, Équiterre avait fait le défi climat, où on devait faire des équipes, choisir 2 ou 3 comportements qu'on allait maintenir pendant un mois pour aider à lutter contre le réchauffement climatique. Bon, ça c'est un exemple de communication engageante, par exemple. Et mon dernier point, et c'est avec ça que je vais conclure, c'est d'accepter l'incertitude et la vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est souvent question de s'adapter à ce qui arrive, s'adapter à l'effondrement, s'adapter au changement climatique. Souvent, c'est ça qui est en fond. La réalité, c'est qu'on ne connaît pas les scénarios, on ne les connaîtra pas. Et je ne pense pas qu'il faille perdre de temps à essayer de comprendre quel sera exactement le scénario auquel on doit s'adapter. On ferait mieux d'essayer de faire en sorte que les gens s'habituent à l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer, et tant pis, on ne sait pas, on ne sait pas. Il faut qu'on se réhabitue à accepter l'incertitude. On est très intolérant face à cet inconfort de l'incertitude, et ça, c'est un problème. Il faut qu'on se réhabitue, il faut qu'émotionnellement, on soit capable de mieux accepter l'incertitude qui est devant nous, et on peut le faire. Il fut un temps où l'humain vivait dans un environnement extrêmement incertain. Il n'y avait pas de projection, il n'y avait pas tous ces outils technologiques qui nous permettent, soi-disant, d'être dans une forme de sécurité par rapport aux projections. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire, et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. La capacité d'adaptation de l'humain se joue, je crois, dans sa capacité de s'adapter à l'incertitude. Et enfin, miser sur notre vulnérabilité, ça a l'air un peu contradictoire.
Mais il y a des formes de vulnérabilité contre lesquelles il faut lutter, évidemment. Je pense aux populations qui sont plus démunies, qui sont plus vulnérables et qui sont source de ce qui est source d'injustice sociale, évidemment. Mais il y a des vulnérabilités collectives et individuelles qui sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire que oui, en tant qu'être humain et en tant que collectif humain, on est très vulnérable. On l'est vulnérable face à des éléments sociaux, face à des éléments culturels, économiques, environnementaux. On est très vulnérable. Ça ne sert à rien de lutter contre ça, en fait. Il faut, là encore, accepter cette vulnérabilité et on peut miser là-dessus. On peut le miser, c'est pas une faiblesse d'être vulnérable, c'est de revenir à une certaine humilité de la place de l'humain dans son environnement, qui est une place vulnérable comme beaucoup d'autres êtres vivants dans leur environnement. Et donc, je pense qu'il faut miser là-dessus. Voilà, ça termine mon intervention. Vous avez parlé de communication engageante. Enfin, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez fort, c'est pas assez rapide, qu'on perd du temps en fait. Quand on parle de communication persuasive, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'action que communication engageante. Là, on traîne en longueur et qu'on est dans un terre de combat et c'est ce sentiment d'urgence. Là, je le sens pas, j'arrive pas à l'associer avec la communication engageante. Effectivement, après, ça peut effectivement être un point de vue. Après, la communication persuasive, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. J'ai pas l'impression que ça ait eu des effets extrêmement impressionnants. Mais c'est un point de vue, c'est un point de vue personnel. Ce qu'il y a dans la communication engageante, et encore une fois, je le dis, c'est pas loin d'être une solution au miracle, il ne faudra pas juste faire ça, sinon on va pas y arriver. Mais l'avantage, c'est que ça met les gens en action. Alors la communication persuasive, si je donne une information, je vous laisse tout seul avec, vous vous débrouillez. Alors comment les gens se débrouillent? Il y en a qui se débrouillent très bien, il y en a qui, comme disait Françoise, il y en a qui émotionnellement trouvent ça un peu difficile à prendre et puis ils vont rester là, et puis il y en a qui s'en foutent. Donc il y a quelque chose qui ne suffit pas, alors que quand on rentre en communication réelle avec un être humain et puis qu'on lui dit qu'est-ce que toi tu pourrais faire, il y a quelque chose qui est plus, le terme pour ça, est plus engageant. Ça ne veut pas dire que ça va être miraculeux, définitivement pas. Après sur la question de la lenteur, oui, c'est lent, mais ça ne sera jamais aussi lent que ce qu'on vient de faire, parce que là on a battu le record de lenteur. Les sciences sociales et la psychologie ont été largement pillé par la publicité. Je me demande si on ne devrait pas, comme militants, faire la même chose, puis aller chercher les bonnes pratiques dans la publicité. Il y a toutes sortes de techniques, plus ou moins de communication engageante, qui sont à l'intérieur de ça, et qui se sont avérées fonctionnelles. Puis il y a énormément de cas documentés, puis il y a une recherche très bien financée qui déjà nous montre des pistes. Par exemple, je pense à des campagnes qui là sont d'intérêt public qu'on a eu au Québec pour s'attacher, mettre une ceinture en voiture, arrêter de fumer, avoir certains comportements de changement de mode de vie. C'est des campagnes qui ont pas mal fonctionné. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, si vous avez une opinion, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été utilisé dans ces campagnes choc-là, qui ont pris des décennies à se mettre en place quand même, il faut le réaliser. Mais dans ces campagnes-là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, à votre avis? C'est un peu difficile de répondre comme ça, mais rapidement, il y a juste... c'est compliqué en fait de savoir qu'est-ce qui a vraiment marché dans ces campagnes, parce qu'il y a eu... C'est des campagnes qui ont un effet vraiment chapeau, c'est-à-dire qu'il y a le message et il y a l'action. Je prends par exemple le tabac ou la vitesse sur la route, il y a le fait de communiquer un message et le fait réellement dans l'environnement de changer les choses, soit hausser le prix des cigarettes, les rendre plus difficiles d'accès, ou sur la route mettre des radars. Donc qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que ce sont les gestes qui modifient l'environnement ou est-ce que ce sont les messages? Ça, personnellement, j'en sais rien. Mais effectivement, on peut continuer à faire des choses comme ça. Par rapport à ce que tu disais au tout départ, dire les publicitaires ont pillé les sciences sociales, la psychologie, oui, et on peut le récupérer, c'est à nous, ça nous appartient, c'est à nous tous, et c'est ça la communication engageante, ces gens qui ont travaillé là-dessus. Quand je vous parlais des facteurs d'engagement, c'est ça en fait. Ça a été complètement pillé par le marketing, les facteurs d'engagement. C'est tout ce qui dit que par exemple un individu va être plus engagé si vous lui laissez la liberté de choisir
Si vous l'avez déjà préparé dans des actes préparatoires, le pied dans la porte, ça vient de la psychosociologie, ça vient pas du commerce. Hein. Donc, et ça, on peut le réutiliser pour des actions à impact social et environnemental positif. Oui, on peut le faire, il faut le faire en fait, il faut se réapproprier ça. Et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que moi je suis quand même toujours très mal à l'aise avec les messages de peur. C'est-à-dire qu'un peu sur la même lignée que François, je suis un peu mal à l'aise à faire peur aux gens parce que je ne suis pas avec eux après pour être sûr qu'ils vont bien et qu'ils vont vivre avec ça correctement. Donc après, ça c'est de l'éthique et il y aura un grand débat à avoir sur cette question de la peur. Il y avait une question ici. Quel trait psychologique avons-nous ici en commun versus des climato-sceptiques ou autres? Est-ce qu'on arrive à se dire qu'on n'est pas représentatif de la population ou finalement on l'est et que c'est un hasard? Et voilà, je suis curieux de savoir s'il y a quelque chose qui distingue les gens qui sont éveillés des autres. Est-ce que vous pouvez expliquer? Ah oui, je vais répéter la question. Donc, il demandait est-ce qu'on a des traits distinctifs qui font qu'on est ce groupe-là conscientisé, on est différent du reste de la population ou pas? Alors là, je pourrais, je sais pas, peut-être faire un doctorat là-dessus, je sais pas. Non, je sais pas. Après, ce qui est important de comprendre, c'est que même avec les climato-sceptiques, on partage beaucoup de choses. Et on n'a pas l'impression, mais on a les mêmes biais cognitifs, on a les mêmes choses. Après, ça dépend des sujets, c'est-à-dire qu'on est toujours le climato-sceptique de quelqu'un, un peu, quoi, dans d'autres sujets. C'est-à-dire que nous, on est conscientisés sur cet aspect-là, environnemental et tout ça. On est peut-être complètement nuls, justement, en santé ou en alimentation, alors que d'autres gens, c'est ça leur truc. Ils veulent absolument nous faire passer des messages là-dessus. Ils nous trouvent hyper, c'est pas informés. Donc, difficile de répondre. Je pense pas qu'en termes... ça c'est plus Françoise qui saurait, mais psychologiquement je sais pas, sociologiquement pas vraiment, je pense pas qu'il y ait vraiment de statistiques qui montreraient qu'on soit différent. Moi je pense que c'est une question de courbe là, du deuil, donc on est là-haut quoi. Enfin pardon, on est en bas et on est en train de remonter. Voilà, j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus qui dire ça fait 4 mois, d'autres ça fait 1 mois, ça fait 1 an, ça fait pas si longtemps que ça. Donc c'est juste une prise de conscience et à un moment où voilà, on y va, on va s'informer et on essaye de faire changer les choses. Oui. Au sujet de la peur et de l'utilisation de la peur, j'aborde dans votre sens pour une autre raison, c'est qu'en fait, on nous tient déjà dans les médias par la peur et on est en train d'essayer d'utiliser la peur aussi pour faire bouger les gens au niveau du climat, de l'environnement, qui en passant sont des symptômes et non pas la cause. Je répète, ce n'est pas la cause, on n'est pas arrivé au cœur du problème, mais on fait peur aux gens avec ça. Et qu'est-ce que ça fait la peur? Vous l'avez dit dans votre présentation, ça amène l'inaction. On gèle devant la peur. Pas pour tout le monde, mais ça dépend à quel niveau et dans quel domaine, mais c'est un truc qui est utilisé partout, que ce soit pour aller vous faire vacciner, on vous fait peur que ils vont vous pousser à l'action de certaines façons, mais pas nécessairement où vous avez choisi. Mais j'aimerais revenir sur un autre truc où vous parlez à la toute fin sur il faut s'adapter, s'habituer à l'incertitude et que dans le passé, il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais en fait, c'est qu'on a déplacé les incertitudes, selon moi. Parce qu'il y avait des incertitudes, on ne savait pas quelle météo il allait faire, est-ce qu'elle allait nous tomber sur la tête quand on était à 3 km de chez soi et qu'on n'avait pas amené de parapluie parce que de toute façon, il n'y en avait pas. Mais je pense que c'était moins grave que de faire croire aux gens qu'on peut vivre éternellement et puis que tout le monde devrait survivre et puis que tout le monde, en tout cas, les incertitudes et puis les vulnérabilités ont beaucoup changé de place. Puis on nous maintient dans cette espèce de paradis artificiel en essayant de faire croire qu'on est là-dedans et que ça va rester comme ça. Et voilà. Elle demandait, en fait, dans le cadre professionnel, elle prenait l'exemple, mettons, je travaille à la ville de Montréal et puis je suis face à des gens qui sont soit climato-sceptiques, soit pas sensibilisés et il faut que j'essaie de faire passer mon message. Et donc elle disait qu'elle se rendait compte qu'en fait, elle était souvent en train d'essayer de les persuader. Et donc elle demandait quelles sont les autres possibilités pour être plus efficace. C'est ça, tu viens...
c'est difficile de répondre comme ça. Effectivement, tu pourras aller voir ce qui se fait, encore une fois, c'est pas un dogme, la communication engageante, il y a plein d'autres choses à faire, mais tu peux aller voir, c'est déjà un bon moyen. L'idée, c'est de rentrer en dialogue avec les gens, en fait. Communiquer, c'est créer du lien. Clairement, globalement, ce qu'on fait aujourd'hui en communication, c'est pas vraiment créer du lien, c'est créer un fossé entre eux et nous. C'est-à-dire qu'il y a nous qui avons compris et il y a eux qui n'ont pas compris. Donc, c'est déjà d'arrêter de fonctionner comme ça pour essayer plus de créer un lien avec les gens, de communiquer, de faire éventuellement passer un message. Ça j'enlève pas ce côté-là, mais il faut d'abord avoir créé un lien avec la personne, la respecter aussi dans ce qu'elle est, dans ses blocages, et après d'y aller par palier. C'est-à-dire qu'il faut assez rapidement rentrer dans l'action, faire agir les gens, donc leur faire prendre une décision par rapport à un sujet X, et que ça s'accompagne d'une action. Parce que l'être humain fonctionne très mal dans la contrainte, mais très bien dans l'habitude. Donc il faut éviter de créer des contraintes pour les gens et plutôt essayer de leur créer des habitudes. L'inviter à lire des choses, l'inviter tu l'emmènes quelque part, justement, dans ce genre de manifestation. Voilà, qu'il s'informe par lui-même. Il ne faut jamais forcer quelqu'un à t'écouter, ça ne sert à rien.